Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Bulletin sportif, le podcast édition football. C'est bien entamé, universitaire, collégial, beaucoup de foot, évidemment. On va tout analyser ça. Côté universitaire, Jason Bryant, Jean-Baptiste, Pat Bois, encore une fois, qui sont là avec nous pour jaser des matchs qu'on a eus en fin de semaine. On avait McGill à Laval et on avait aussi Concordia à Sherbrooke, un match qui s'est terminé en prolongation. Donc, on fait le tour de tout ça. Évidemment, on analyse et on essaie d'entrevoir ce qui va se passer avec le premier affrontement Montréal-Laval la semaine prochaine. Restez avec nous pour écouter les points de vue de Jason et Pat à ce sujet. Et évidemment, côté foot collégial, on fait le tour des 1, des 2 avec William Julien. Vraiment beaucoup de stock à analyser. On a un long segment là-dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup de bons stocks pour vous autres. Écoutez, j'ai juste à vous souhaiter un excellent show parce que vraiment, si le football est bon, nos analystes le sont tout autant. Alors, bonne écoute à tous. Merci d'être là. Segment foot universitaire avec Jason Bryant, Jean-Baptiste, Pat Bois. Messieurs, bonjour. Bonjour. En forme? Salut Phil. Oui, super. Good. Parce que là, on a quand même 2 matchs à analyser, mais surtout, on va y revenir à la fin du segment parce qu'on se prépare pour le premier duel Montréal-Laval. Donc, ça, évidemment, on va vouloir en parler. Mais avant ça, il y a eu des matchs en fin de semaine passée, dont un Concordia-Sherbrooke qui va avoir probablement ou assurément un impact là, sur la fameuse bataille pour éliminer une des 3 équipes, le Concordia-Sherbrooke, McGill, là, on le sait, on n'a pas de boule de cristal, mais on le sait que ça va se passer entre ces 3-là pour savoir laquelle des équipes participera aux éliminatoires à la fin. Et pour la 2e semaine consécutive, Sherbrooke se forge une bonne avance dans un match, mais elle l'échappe. Cette fois-ci en prolongation, 30-27 face aux Stingers de Concordia, comme je disais. On pense quoi de tout ça, les gars? J'aimerais savoir votre feeling de... Oui, il y a eu le match, mais justement, là, le fait d'avoir 2 semaines consécutives où on échappe des avances comme ça, quel impact ça peut avoir? Jason, je te laisse commencer là-dessus. Mais je pense que du côté de Sherbrooke, ils ont bien commencé le match en courant le ballon, puis ils ont pu encaisser des bonnes séquences. Puis après ça, il y a eu la passe de toucher à Marchand, que je pense que ça a comme de leur côté, en début de match, ça a bien commencé les choses offensivement. Mais pour la suite des choses, je pense que ce qui est arrivé, c'est que ils n'ont pas réussi à juste continuer d'avoir le rythme offensif avec lequel ils ont commencé. Puis à partir du 3e quart, Concordia est juste revenu dans la game. Ils ont réussi à avoir... Concordia a réussi à amorcer des longues séquences offensives. Je pense qu'à partir de ce moment-là, Sherbrooke, ils ont juste pas réussi à comme stabiliser les choses, trouver d'autres façons dans leur jeu aérien, de continuer de chercher des premiers essais. Puis au final, Concordia sont revenus dans ce match-là à cause de ça. Puis je pense que pour la suite des choses pour Sherbrooke, encore une fois, je pense que ils sont encore en train de s'habituer à ce nouveau système offensif-là, avec leur coordonnateur Dominique Picard. Fait que, moi, je ne sonne pas l'alerte en tant que tel parce que je pense qu'il reste encore du football à jouer, mais c'est sûr que c'est pas le début de saison auquel ils s'attendaient. Et pour toi, Pat, là, quand tu regardes le big picture, si on veut, là, avec Sherbrooke, c'est l'impact que ça peut avoir, ou en tout cas, comment ça s'est passé, comme je te dis, c'est une chose pour ce match-là, mais l'impact que ça peut avoir là, d'échapper 2 matchs comme ça, où est-ce que tu arrives à te placer en première demi, tu as l'impression, et tu as l'impression de faire les bonnes choses, puis bon, ça te glisse entre les doigts. Mais je pense au niveau de Sherbrooke, on voit qu'il y a 2 semaines consécutives, il y a un problème un petit peu de gestion de match quand on a l'avance en 2e demi. Je pense que si on regarde le nombre de jeux qu'ils ont fait à l'attaque en 3e, 4e quart, c'est 23 jeux total, 8 jeux au 3e quart. Ou si tu regardes au 3e quart, 2 fois les séries sont finies sur des 2e et long avec des courses. Même chose au milieu du 4e quart, sur un 2e et long, on fait une passe de la ligne de mêlée pour avoir une perte de moins 4 verges.
je pense qu'on a peut-être été conservateur offensivement, pour essayer de écouler le cadran quand on avait le ballon, mais vu qu'on n'avait pas de rythme, on n'avançait pas le ballon, mais ça a fait un petit peu qu'on a donné le ballon rapidement à l'adversaire qui avait le momentum. Fait que, au football, des fois, ça ne prend pas grand-chose sur une équipe qui a le vent dans les voiles. L'autre équipe est stagnante. Je pense que défensivement, Concordia, je peux pas. Au football, on parle d'ajustement de mi-temps, mais en 15 minutes, là, après 20 ans de carrière, tu n'as pas le temps de tant que ça de t'ajuster. Ça se fait pendant le match. Fait que, je pense que Concordia se sont juste regroupés, puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis au niveau de Sherbrooke, peut-être défensivement, on a mis un peu moins. Encore une fois, on a peut-être été un petit peu plus conservateur, donné des gros jeux, puis je pense qu'ils ont 2 semaines pour évaluer un peu ce qu'ils ont fait lors des 3 premières semaines, puis de remettre en place les choses pour se regrouper, mais aussi en tant qu'entraîneur, d'identifier ce qui va bien, ce qui va mal, puis de s'ajuster pour le reste de la saison. Je trouve intéressant l'idée que tu amènes que pendant 15 minutes, justement, une pause, les ajustements, c'est peut-être un peu surfait parce que justement, je parlais avec Alex Surprenant en fin de semaine pour débriefer un peu le match, jaser un petit peu de ce qui s'était passé, puis c'est exactement les mêmes propos qu'il m'amenait. Il dit, tu sais, c'est un peu galvaudé, ces fameux ajustements-là. En général, c'est beaucoup plus une question de... On a déjà installé les choses, c'est une exécution, c'est un état d'esprit des joueurs, des fois, qui se changent, mais c'est pas tant des ajustements tactiques ou quoi que ce soit qui changent l'allure d'un match. Fait que je trouvais ça intéressant que tu amènes ça. Parce que l'idée, quand même, c'est ça. C'est que dans le match contre Sherbrooke, Concordia, en première demi, on semble avoir été plus affecté par la pluie que Sherbrooke. Puis en deuxième demi, il arrête essentiellement de pleuvoir, ou du moins il pleut pas mal moins. Puis Sherbrooke se met à mieux exécuter. Puis Alex Surprenant me disait même, il y a des prises de décision qui ont simplement été meilleures. Puis à un moment donné, tu gagnes tes 1 contre 1. Ça fait que tu as de l'air d'exceller, mais je veux dire, c'est des 1 contre 1 ici et là que tu as réussi à gagner puis qui peuvent faire la différence. Comme tu le mentionnais, Pat, quand le momentum est d'un côté, on dirait que ça devient difficile d'arrêter la glissade. Fait que ça semblait être un peu l'explication. Puis quand j'ai jasé après ça avec Mathieu Lecomte, là aussi, je trouvais intéressant son point de vue par rapport à ça. Il dit, nous autres, on ne panique pas en ce moment, mais on n'est pas dans une situation qu'on s'attendait à être en début d'année. C'est-à-dire qu'on avait un noyau de joueurs, une équipe qui semblait à maturité, puis encore une fois, un paquet de blessures qui font notamment en défensive, là, qui font en sorte qu'on n'a pas le front défensif qu'on était supposé avoir. C'est des gars qui arrivent, qui viennent jouer, qui ont énormément de talent. Il dit, c'est des bons jeunes et tout, mais ils ne sont pas rendus à l'étape où ils sont en train d'embarquer dans leur pic de leur carrière universitaire. On leur demande de faire des choses qu'ils vont être capables de faire l'année prochaine, dans 2 ans. On leur demande de faire des choses trop rapidement, qui fait qu'aujourd'hui, on a l'air de ne pas suivre, mais en réalité, ce n'est pas parce que ce n'est pas des bons joueurs, c'est vraiment des bons joueurs, mais on leur demande d'apprendre très rapidement des choses qu'en temps normal, on n'était pas rendu là avec eux. Mais il me dit qu'il est confiant, puis justement, cette semaine de congé-là va l'aider à permettre à tout le monde de se reposer, de resetter pas mal l'affaire. Pas justement d'embarquer dans d'autres ajustements, mais on reset, il dit, tu sais, depuis le 1er août, là, c'est un feu roulant. Là. on pratique, on roule. Là, le monde a peut-être besoin justement de prendre un petit break, puis de voir où est-ce qu'il y en est, puis de repartir la deuxième partie de saison. C'est sur des nouvelles bases, mais avec des jeunes aussi qui ont eu le temps de faire leurs premières erreurs, qui ont vu ce que c'est, qui vont justement s'adapter à tout ça parce que là, ils l'ont vu. C'est juste qu'ils ont à le faire plus vite, puis ils ont été placés dans une situation où est-ce que c'était pas supposé arriver tout de suite. Je pense que du côté de Concordia, ce qui est vraiment positif, c'est leur succès au jeu au sol. C'est notamment Frank Chembe, qui a couru pour plus de 100 verges. Puis juste depuis le début de la saison, je trouve que leur ligne à l'attaque fait un excellent travail de faire des blocs, puis de courir le ballon. Puis je pense que cette année, ça aide beaucoup Olivier Roy. Je pense que ça lui enlève de la pression, ça lui permet d'être plus fluide, puis de juste se concentrer sur ses décisions. Puis juste de façon globale, je trouve que Concordia joue bien défensivement aussi. Ils font du beau travail, ils sont constants, ils font les plaqués, ils exécutent bien. Pour de vrai, Concordia, pour moi, c'est une belle surprise cette année. Ils jouent bien, puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour la suite des choses de leur côté. Ah, assurément. Puis, regarde, ça reste à voir. On va continuer de voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, tu sais, c'est à voir. Tant que l'état d'esprit est bon à Sherbrooke, l'espoir est encore 100% vivant.
Puis côté Concordia, comme tu dis, le jeu au sol est intéressant. La défensive qui est un point d'interrogation, veut pas, avec les nouveaux coachs qui s'en venaient. Donc, ça va être à voir pour la suite. McGill Laval, on avait le droit de ce côté-là à un retour, si on veut, de Éloi Latendresse-Régimbal, qui est probablement celui qui a été le plus productif l'année passée contre la défensive de Laval. C'est intéressant de voir ce qu'il allait être capable de faire encore une fois, cette fois-ci. Puis, je pense qu'il n'a pas été mauvais. C'est juste que, encore une fois, quand tu joues contre Laval, et même chose quand tu joues contre Montréal, on dirait que dès que tu as des erreurs d'exécution, dès que tu arrives des moments où ça marche moins, tu payes extrêmement cher parce que l'autre équipe ne te donne aucune marge de manœuvre. Parce que McGill a pas mal commencé son match, au contraire, une bonne première demi, même en général. Puis à la fin, c'est des moments où ça n'a pas marché. Puis le Rouge et Or a tout simplement réagi extrêmement vite. Mais tu sais, 2 touchés sur des unités spéciales, un dégagement bloqué, puis un dégagement qui est retourné de cool là, pour un touché. Fait que ça a un impact là, où est-ce que ça te montre que la défensive de McGill, c'est pas nécessairement fait écraser autant que le score le dit. Pat, comment tu as vu le match? Non, c'est exactement comme tu dis. Je pense qu'en première demi, on avait quand même un match assez chaudement disputé. McGill, au niveau offensivement, bougeait le ballon. Leur canteur offensif, je trouvais qu'il collait une bonne. Pierre faisait un bon travail de coller les jeux, de varier l'offensive. Mais je pense qu'à un moment donné, le momentum a changé de bord au niveau des unités spéciales, comme tu as mentionné. Puis ça, suite au toucher d'Olivier Cole, le rouleau compresseur était parti, il n'y avait plus moyen d'arrêter. Mais au niveau de Laval, on a commencé de façon un petit peu chancelante. On a pris du temps avant d'entamer l'attaque au sol. Les 2 premières fois qu'on a couru pour 19 verges, 23 verges. Après ça, on était 6 jeux avant de refaire un jeu au sol. Donc, on voulait vraiment attaquer McGill par la voie des tirs en début de partie, mais la pression de McGill était quand même assez intense. Je pense qu'on a eu 2 sacs sur les deux premières passes. Donc, McGill était prêt en début de match, mais le momentum a tellement viré de bord avec les gros jeux que ça n'a pas été assez là, pour que les Redmen puissent continuer. Aussi, en début de match, McGill a fait une belle séquence de jeu. Avait l'occasion de faire un placement. Le placement a été raté. Le placement est réussi. En tant que joueur, en tant que coach, tu sens que tu n'as pas travaillé dans le vide. Tu mets des points sur le tableau. Ça aurait peut-être changé un petit peu la fin de la première demi, mais je ne pense pas que ça aurait été assez pour éviter l'inévitable. Justement, c'était inévitable-là qui est systématique. Je pense pas que personne n'aurait mis une pièce sur McGill, mais quand même, c'est de les voir quand même performer à l'intérieur de ça, comment ils performent, comment ils réagissent. Jason, toi, comment tu as vu justement cette performance-là de McGill en général, au sens où, même si, bon, de l'extérieur, on le sait très bien que McGill ne va pas gagner son match, il reste que tu as des choses à aller gagner mentalement parlant. Tu as des victoires à aller chercher, de savoir comment tu te situes face à une grosse puissance. Comment tu as vu ça, toi, justement, cette performance de McGill? Honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas si mal joué que ça, comme vous l'avez dit. Je pense qu'en début de match, ça s'était quand même bien passé. Après, c'est sûr que d'un point de vue positif, je trouve qu'ils ont quand même bien couru le ballon. Leur ligne offensive a quand même fait un bon travail. Puis comme vous l'avez dit, je pense que Alex Virtuolo, leur coordonnateur offensif, a fait une bonne job de trouver différentes façons de sortir le ballon. Mais je pense qu'au final, sur la durée longue du match, à cause des changements de momentum, puis genre au niveau des unités spéciales, puis les gros touchés, puis juste du côté du Rougeur, l'exécution offensive avec Arnaud Desjardins, que je pense qu'il est en train d'avoir une excellente saison. Vraiment, il est dans une zone de confort. Mittal n'était pas là, puis tu sais, au final, je pense que c'était un peu un. Pas que c'est une bonne chose qu'ils soient pas là, mais en même temps, ça leur donne un différent look. Ça permet à d'autres gars de shine. Ça permet à Arnaud d'avoir juste une différente perspective de comment gérer l'attaque avec l'absence de Mittal. Fait que de ce côté-là, je pense que ça a été positif. Puis du côté de McGill, je pense qu'ils ont juste pas réussi. Je pense qu'ils ont obtenu 2 sacs contre Arnaud, mais tout de même, si tu regardes le match, j'ai pas nécessairement senti que
Arnaud Desjardins était dérangé au niveau par rapport. Puis ça, c'est un crédit au travail de la ligne offensive du Rouge et Or. Fait que, globalement, je pense que McGill n'a pas joué un match si mauvais que ça, comme vous l'avez dit, mais les grosses erreurs dans des moments clés avec les unités spéciales, je pense que ça a changé l'ambiance du match. Puis je pense que ça a juste ouvert une porte au Rouge et Or pour vraiment se faire ce qu'ils font de mieux, c'est juste dominer, vraiment prendre le dessus, mettre de la pression sur Éloi La Tendresse Régimbal. Puis c'est ça qui est ça. Mais je pense que pour la suite des choses pour McGill, c'est encore une fois la question, ça va être est-ce qu'on est capable de faire un match complet? Là, ici, je pense que offensivement et défensivement, il y avait quand même des bonnes choses. Mais au niveau des unités spéciales, là, il y a eu des grosses erreurs. Ça va être de trouver une manière de rendre ça plus uniforme puis d'éviter les erreurs dans les moments clés. Ben, exact. Puis, tu sais, juste parenthèse en passant, tu as mentionné Alex Vertulo. Alex Vertulo, malheureusement, il est malade actuellement et je ne sais pas quelle nature, puis de toute façon, c'est privé, là, mais c'est pour ça que c'est Jussi Pierre qui a pris son poste comme coordonnateur offensif pour McGill. Je pense que ça va être comme ça d'ici le reste de la saison. Le Vertulo est encore dans l'entourage de l'équipe, mais il ne peut pas prendre son rôle de coordonnateur offensif. Donc, on va d'ailleurs lui souhaiter le meilleur rétablissement possible. Comme je dis, c'est privé. Je ne suis pas au courant des détails, mais visiblement, c'est assez important pour l'empêcher de faire son travail. Alors, on va, comme je dis, lui souhaiter le meilleur des rétablissements le plus rapide. Pour revenir au match, ben c'est ça. Tu l'as dit, il y a eu des erreurs de McGill, mais il faut quand même, au-delà de parler des erreurs de McGill, au lieu de voir la perspective de McGill, il faut quand même aussi voir la perspective du Rouge et Or qui a quand même fait son travail au bout du compte, là. Puis, on va se le dire, Desjardins se retrouve encore avec un match d'en haut de 300 verges. Oui, il est saqué 2 fois, là, mais il fait son travail, il fait ses choses. L'équipe fonctionne sans Kalenga Muganda. Et là, on a eu la chance de voir pour la première fois de la saison, et la première fois parce que l'année passée, on ne l'a pas vu non plus, même s'il faisait partie du Rouge et Or, Sean Valentine, le porteur vedette il y a 2 ans de John Abbott, qui était non seulement un rouage important, mais probablement le pilier de cette attaque-là, qui a vraiment bien fait. 84 verges, 9 courses. Il y a eu 3-4 bonnes courses d'au-dessus de 10 verges. Donc, franchement, là, j'ai aimé le voir jouer. J'étais content de voir que son côté athlétique fonctionnait au niveau universitaire, qu'il avait été capable d'avoir sa place. Je ne sais pas exactement ce qui l'a empêché d'avoir le ballon plus rapidement dans sa carrière, mais là, il est rendu là. S'il peut continuer d'avoir des performances de ce type-là, puis que Muganda revient à un moment donné, tu vas avoir un duo qui est... Tu sais, j'aime bien le duo de Concordia, notamment, là, mais sincèrement, Valentine Muganda, là, lui, c'est du niveau 2 coches plus haut que tout le monde là, dans ce cas-ci. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant aussi de voir Isaac Gaillardette, c'est un gars qu'on avait entendu parler beaucoup parce qu'au camp, il avait été excellent. 4 réceptions, 106 verges, dont un long touché de 65. Puis Vincent Blanchard, le botteur, toujours parfait jusqu'à maintenant sur les bottées de placement. On n'en parle pas beaucoup, justement, mais tu sais, Pat, ce que tu disais tantôt, des fois, réussir ton 3 points versus pas le réussir, ça fait j'ai travaillé fort, mais au moins j'ai quelque chose au bout. Ben Vincent Blanchard, systématiquement, s'arrange pour qu'il y ait quelque chose au bout de chacune des drives du Rouge et Or. Fait tu sais, c'est des petits éléments ici et là. Et le diable est dans les détails, là, on le dit souvent. Des équipes comme le Rouge et Or, puis Pat, t'as été là, t'as vécu c'est quoi être le Rouge et Or, même si c'est il y a longtemps, mais il reste que tu connais quand même la mentalité autour de ça. Ces détails-là, c'est ce qui fait la différence pour les équipes championnes, ne veut pas. C'est sûr que Laval, attention aux détails sur toutes les phases de jeu. Il y a une profondeur où les gars font leur preuve sur une unité spéciale, c'est important. C'est important pour un joueur, les unités spéciales. C'est Laval met beaucoup d'emphase là-dessus. Mathieu fait un excellent travail. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, semaine après semaine, c'est toujours une des forces du Rouge et Or, mais c'est surtout la différence entre Rouge et Or et McGill, mais c'est la profondeur. Laval a tellement de profondeur que offensivement, défensivement, des fois, on réussit à égaliser un petit peu, mais le reste des gars qui jouent sur une unité spéciale, mais ça se compare pas le niveau de talent pour qui fait la différence entre les deux. Là. Je trouve que tu amènes un point intéressant, puis on pourrait en parler longtemps de ça, mais quand même, moi, c'est un élément qui
qui m'interpelle beaucoup. L'aspect de profondeur. C'est beau avoir beaucoup de talent, mais c'est pas juste le talent qui fait que quand tu arrives sur le terrain, tu es déjà prêt à performer. Puis on en a parlé par rapport à Sherbrooke, là, justement, Mathieu Lecomte. Ces recrues c'est des recrues de talent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne compare pas le talent des autres équipes avec celle du Rouge et Or. C'est pas là que je vais. C'est juste pour dire que tu peux avoir du talent, mais être prêt à performer, c'est autre chose aussi. La réalité, c'est que je ne suis pas dans les pratiques, là, je ne vois pas les entraînements du Rouge et Or, mais il y a quelque chose qui est fait aussi, j'imagine, par le coaching staff là-bas pour s'assurer que les gars d'équipe 2, équipe 3 sont non seulement des gars de talent qui sont là, qui se connaissent leur jeu, mais qu'ils ont exécuté, qu'ils ont pratiqué. Parce qu'à quelque part, tu arrives, tu prends la place d'un autre joueur, puis tu es déjà performant. C'est important, ça aussi. Puis comme je dis, c'est pas qu'une question de talent. Ça peut pas être juste ça. À Laval, c'est celui qui pratique le mieux, puis ils ont toujours eu une mentalité de celui qui performe le mieux, que tu sois un vétéran ou un gars de première année, celui qui performe mieux, connaît mieux son cahier de jeu, mais il va jouer. Donc, c'est sûr que des fois, tu parles un peu peut-être du cas de Sean Valentine, lui, il est arrivé dans une offensive quand même complexe, une offensive de style CFL, c'est pas nécessairement facile pour entendre le ballon de tout comprendre. T'as des jeux de passe, des protections de passe différentes, t'as plein de choses qui arrivent en même temps. Donc, à sa deuxième année, à sa troisième année, mais certains joueurs, ça prend plus de temps à certaines positions. Mais tu regardes à un autre niveau, un gars comme Olivier Cool, il est arrivé à sa première année, il connaît déjà qu'il y a un jeu, il performe, il contribue. Donc, c'est vraiment ceux qui se démarquent le plus, sauf que ceux, des fois, qui sont pas prêts encore, qui sont excellents athlètes, mais ils ont toujours leur place sur l'unité spéciale. Puis, sur une unité spéciale, c'est une question de volonté, puis si tu te donnes, tes qualités athlétiques vont être mises en place. Là. Excellent. Puis ça va être effectivement à suivre, justement, eux aussi de l'autre côté. Puis quand je dis à suivre, c'est parce que là, quand on parle de profondeur puis on parle de gros programmes, ben il faut en parler. Il faut prendre le temps qui nous reste à notre volet foot universitaire pour parler du match. En fait, des matchs, évidemment, il y a McGill contre Concordia qui vont jouer. Ça va être important pour le classement. Mais je veux quand même qu'on mette nos énergies à parler du premier duel Montréal-Laval de la saison. Je vous laisse la parole, je vous laisse aller. Comment vous analysez ça, les forces en présence, selon vous? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Je vois deux équipes qui me semblent déjà fonctionner à plein régime, qui me semblent fonctionner de manière à pratiquement sans, je dis pratiquement sans faille, là, il y en a toujours, mais c'est juste, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce match-là en termes de performance, parce que je vais avoir l'impression effectivement d'avoir deux équipes qui sont prêtes à performer à haut niveau. Donc, pas une équipe, pas d'un match qui va gagner avec une erreur non forcée, si je peux prendre une expression de tennis, une erreur non provoquée, mais plus s'il y a une erreur, c'est parce que l'autre va avoir mieux fait. J'ai vraiment hâte à ce match-là. Vous le voyez comment, Jason, tes perspectives par rapport à ce match-là? Pour moi, les deux éléments clés, en tout cas pour commencer, j'ai commencé avec les Carabins. Si les Carabins veulent gagner, la manière pour moi qu'ils vont gagner ce match-là, ça va être de mettre de la pression, puis d'aller chercher Arnaud Desjardins, puis le saquer. Puis, offensivement, ça va être est-ce que leur jeu au sol, parce que je trouve qu'on a vu des belles choses de leur porteur de ballon, est-ce que leur jeu au sol vont être capables, est-ce que leurs tailbacks vont être capables d'exploiter la ligne défensive du Rougeard? Jean-William Rouleau, de ce que je comprends, il est blessé. Je ne sais pas s'il va être là pour le match face au Carabin. Je ne sais pas. S'il est absent, est-ce qu'on va être capable d'exploiter ça pour enclencher des longues séquences offensives? Parce que pour moi, c'est ça la clé, c'est avoir des longues séquences offensives pour laisser l'attaque du Rougeur sur le banc, puis vraiment dominer le match, puis contrôler le temps. Pour moi, ça va être la façon des Carabins de gagner. Puis du côté du Rougeur, je pense que ça va être est-ce qu'ils pourront bien protéger Arnaud Desjardins face à la ligne défensive des Carabins qui est excellente? Puis à partir de là, ça va être vraiment de donner le plus d'opportunités à Arnaud de connecter avec Mittal, puis voir comment Mittal, suite à sa suspension, va être. C'est sûr que ça a juste été une suspension de un match, fait que je ne m'attends pas à ce qu'il soit complètement rouillé. Mais je pense que quand même, voilà, ça va être un ajustement à faire. Puis aussi de leur côté, est-ce que ils vont être capables d'exploiter la ligne offensive des Carabins? Parce que les Carabins, à date, c'est une ligne offensive qui a bien joué jusqu'à présent.
ça reste quand même un groupe assez jeune. Est-ce qu'on va être capable d'exercer de la pression si Rouleau est absent? Et Pat, justement, comment tu vois cette bataille-là, justement sur les fronts défensifs, offensifs, parce que la clé au football reste, reste souvent à ce niveau-là. Justement, comment tu vois ça? Parce qu'on a un début de saison où il y a très peu de sacs là, qui sont accordés, peu importe les équipes. Fait que je ne sais pas si qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que simplement les lignes offensives font leur travail? Est-ce qu'on n'a pas encore solutionné certaines choses là, par rapport au schéma de bloc qu'ils nous sont donnés et qui fait en sorte qu'il y a moins de trous pour se rendre? Peu importe, mais il reste que il y a un enjeu là, assurément, là, dans la bataille dans l'étranger. Mais c'est sûr que des deux côtés, les deux lignes offensives vont être testées pour vraiment la première fois de l'année avec du talent comparable. Fait que c'est sûr qu'on. Par contre, ces deux coaching staff qui sont excellents, ces deux coaching staff que, oui, Montréal avait 2 semaines se fait pour Laval, mais je connais les coachs des deux côtés. Ils ont passé du temps pendant l'été pour avoir préparé des choses initialement, puis qu'ensuite, quand la semaine arrive, mais tu vas dans tes notes, tu vois ce que tu as déjà checké, tu ne recommences pas à nouveau. Donc, je pense que les deux équipes se connaissent, les deux équipes vont être prêtes, mais ça va être un beau duel à prévoir. Puis, c'est comme je pense que on va le voir rapidement, que les ajustements qui ont été préparés, puis comment les équipes ont vu. C'est sûr que Laval, il y avait un O-line qui ne jouait pas la semaine passée, Denrio s'était suspendu. Il va être de retour. Peu importe la profondeur que Laval a sur la ligne offensive, c'est quand même tous des gars qui vont probablement jouer professionnel. Donc, c'est pas un problème à ce niveau-là, mais ils ont quand même, Montréal joue quand même un système défensif qui ressemble à McGill. McGill a mis de la pression en début de match, donc ça va être intéressant de voir comment Montréal approche la ligne offensive du Rouge et Or. Puis, je pense que les deux carrières jouent de l'excellent football présentement. On parle un petit peu, Jonathan Sénécal est comme monté d'une coche encore cette année. Arnaud également. Arnaud, la semaine dernière, c'est sûr que ça n'a pas été le début rapide comme on attendu, mais malgré les 2 sacs, il n'a pas senti. Puis le fait que Mittal n'était pas là, il n'a pas été ébranlé, il s'est ressaisi, puis il a dirigé l'attaque là, de main de maître. Donc, ça va vraiment être un beau duel à part ce niveau-là. Ouais, pour moi, la seule chose à ajouter, c'est je pense aussi que des deux côtés, le travail et l'exécution des demi-défensifs va être vraiment intéressant à regarder. Je pense que c'est un gars comme Kellen Saint-Cyr du côté des Carabins, puis du côté du Rouge, un gars comme Maxime Lavallée. Comment ces gars-là vont être capables de couvrir les receveurs adverses à Dosso dans le cas de Lavallée, puis Mittal dans le cas de Saint-Cyr, par exemple. Ça va être de voir à ce niveau-là, dans les zones profondes, qui va être capable quel carrière va être capable de capitaliser sur ces opportunités, placer des ballons dans des petites fenêtres. L'an passé, c'est vraiment ça que je me suis rappelé. Il y avait très peu d'opportunités de scorer. Puis quand c'était le temps de scorer, ben, il fallait marquer, il fallait capitaliser parce que tu as très peu de temps. Donc pour moi, le travail des demi-défensifs des deux côtés, puis des tertiaires, ça va être vraiment important à suivre. Puis voir comment ils travaillent en couverture, quel genre de pression ils pourront appliquer pour déranger l'équipe adverse. Parce que, oui, le travail sur les lignes, je pense que ça va être un atout, mais quand tu as deux carrières aussi polyvalents, je pense que le travail de tes gars de deuxième et troisième niveau va être essentiel au succès. C'est sûr qu'au niveau juste un point, au niveau des défensifs, je suis d'accord avec toi que c'est un beau duel, c'est intéressant. Par contre, Kellen joue demi-coin, Mittal joue demi-inséré, il bouge un petit peu partout, donc je suis pas sûr que Montréal va le matcher. En tout cas, c'est pas des choses qu'ils ont fait dans le passé. Peut-être qu'ils vont s'inspirer de ce que Miguel a fait avec Benoît Labrosse l'année passée. Ça reste à voir. Sauf que je pense pas que, à part Kevin Saint-Cyr, qu'il y a beaucoup de gars qui peuvent suivre Mittal en situation d'un contre un du niveau des Carabins. Même chose au niveau de Montréal. Ça va être intéressant de voir les jeunes demi-coin du côté court qui sont des excellents joueurs, plein de talent, mais il faut quand même jouer contre Hassan Dosso, qui est un gars qui après Mittal, c'est le deuxième lanceur de la Ligue. Donc, c'est voir un petit peu le match-up de Hassan Dosso contre les jeunes demi-coin du côté court du Rouge. Ça va être très intéressant à voir
comment que Laval va peut-être pallier à ça. Est-ce qu'ils vont laisser un contre un d'Osso? Il va peut-être avoir de l'aide avec la Vallée qui travaille du côté court également. Donc, c'est sûr que ça l'aide le jeune à gagner en confiance quand tu as un vétéran qui s'en va un camp pro de ton côté. Ben, effectivement, ça va être. À quel point ça va être tactique, là, cette histoire-là, versus exécution? Parce que j'entends parler de certains gars ici, ça, mais comme tu le disais, avec un Mittal qui est inséré, qui n'est pas un receveur éloigné, donc c'est pas nécessairement les demi de coin qui vont se retrouver un contre un avec lui, parce que les demi de coin de Montréal, Saint-Cyr et Louis-Philippe Gauthier, qui sont des excellents athlètes, seraient peut-être capables là, de travailler avec lui, mais comme je dis, Mittal est à l'intérieur du terrain. Comme on intègre tout le jeu de course à l'intérieur de ça, d'un côté comme de l'autre, parce que tu en as parlé tantôt, Jason, le jeu de course, il va être intéressant de voir Montréal, comment ils vont être capables de faire les choses. J'adore ce que leur ligne offensive démontre depuis le début de l'année, mais comme Pat mentionnait, c'est peut-être le premier match-up là, de équivalent, si on veut, là, où est-ce que tu dis, OK, la ligne défensive, ben, je ne veux pas dire, je veux pas manquer de respect à personne là, quand je dis ça en passant. Il y a un collectif là, dans tout ça qui fait que la ligne défensive du Rouge et Or, si Rouleau est là et en santé, c'est un autre match-up là, pour les gardes de Montréal. Là. Tu vas te retrouver, tu sais, j'adore Adam Lachance et Alassane Diouf, qu'est-ce qu'ils font cette année. C'est des gros bonhommes qui créent beaucoup de mouvements sur la ligne offensive, qui font en sorte qu'on vient chercher des gros blocs, créer de l'espace. Est-ce qu'on va être capable d'être aussi efficace? Est-ce que ces mouvements-là vont pouvoir fonctionner contre une ligne défensive rapide et puissante comme celle de Laval? J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va réussir à faire les choses. Puis si on n'installe pas le jeu au sol à Montréal, est-ce que le talent puis les capacités et cérébrales et de bras de Sénécal vont être suffisantes pour garder un maximum de séquences en vie? Tu sais, ça va être intéressant cet aspect-là. Là. Je trouve qu'il y a ça. Puis les linebackers, là, on n'en a pas vraiment parlé, mais les linebackers des deux côtés, là, Justin Cloutier vient d'entrer dans le mix là, avec le Rouge et Or. Il est revenu de sa blessure. Avec Cloutier, Charles-Antoine Jacques, tu as tout un duo qui est là, mais ça reste que les linebackers de Montréal, c'est des gars aguerris qui depuis des années, Nicky Farinaccio en tête, mais Harold Messiaen aussi, c'est des gars qui sont extrêmement solides pour mettre de la pression. Bref, il y a un écosystème de joueurs de très haut talent des deux côtés. C'est pour ça que je pose la question. À quel point c'est le tactique qui va faire la différence versus l'exécution? Comment vous voyez ça? Moi, je pense avec l'exécution. Parce qu'au final, je pense que c'est les joueurs qui vont vraiment, tu peux avoir les meilleures stratégies tactiques, mais au final, pour moi, en tout cas, ce qui est important, ça va vraiment être comment les joueurs l'appliquent. Pour moi, ça va être ça l'élément clé. Puis l'applique surtout dans les gros moments, dans des situations plus difficiles, par exemple du côté défensif de down and distance. Pour moi, ça va être ça la clé. C'est comment ces joueurs-là vont être capables d'appliquer ce que leurs coachs les ont appris dans les gros moments. Je pense que Jason ne peut pas mieux le dire. On l'a vu en finale de conférence l'année passée, ça s'est joué sur un jeu, un placement raté, qu'on n'a pas sorti le ballon de Montréal. Donc, tu vois, je prévois le même genre de match. Puis c'est l'équipe qui va mieux exécuter, faire moins d'erreurs qui va remporter le match. Et si on a un match comme celui de la Dunsmore de l'année passée, je pense qu'on va avoir un spectacle. En tout cas, en tant que fan, on va être très heureux. Bon, c'est clair, tu sais, c'est deux des meilleures équipes au pays. On sait qu'il y a une conférence qui est à deux niveaux, mais les deux fois que ces deux équipes-là s'affrontent durant la saison régulière, ben, c'est du bonbon. Fait qu'on peut juste en profiter et regarder le spectacle. Je pense aussi, pour conclure ça, je pense aussi que l'équipe qui aura le moins de pénalités, c'est pas toujours le facteur plus important, mais je pense que dans un match comme ça, qui va sûrement jouer à peu de choses, je pense que l'équipe qui fera le moins de pénalités, le moins d'erreurs qui vont ralentir l'attaque ou la défense, je pense aussi que ça va être un facteur très important pour déterminer qui va remporter ce match. Je pense qu'on a fait un bon tour, une bonne idée une super bonne analyse des matchs de fin de semaine passée, un bon tour des forces en présence Montréal, Laval. Il nous reste juste à profiter d'un grand match, espérons-le.
Puis je vous le dis, n'hésitez pas à garder un œil sur Concordia, McGill, du moins, on va le faire pour vous si les gens, vous n'avez pas l'occasion de le faire. Nous, on va le faire pour vous parce que il y a de l'impact sur le classement. Il y a des belles choses. Puis et McGill et Concordia montrent des belles choses. Il y a peut-être un niveau de constance qui n'est pas là, que l'équipe va être la plus constante entre les deux pendant le match, entre ces deux formations-là. Probablement, on va pouvoir s'en sortir avec la victoire. Je vous dis un gros merci. Pat, Jason, on se reparle la semaine prochaine. Merci d'être là et merci surtout de nous renseigner, de nous illuminer de vos connaissances football. Merci Phil, bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous. Foot collégial avec Will Julien. Salut Will, comment ça va? Salut Phil, ça va toi? Très, très bien, merci. En fait, je vais faire un petit micro-éditorial pour dire que moi, personnellement, je vais bien, mais il y a quelque chose qui m'énerve, puis je pense que tu vas corroborer. Absolument. C'est la 5e année, je comprends qu'il y a eu de la COVID, là, fait qu'on ne la comptera pas, mais c'est quand même la 5e année que que je couvre le sport étudiant. Je couvre énormément, et là maintenant avec toi, donc on couvre énormément le football universitaire et collégial. Et on a besoin, oui, on regarde les matchs, SEQ.direct et tout, puis on s'en va en voir, mais on a besoin des statistiques des matchs pour faire une analyse puis une présentation complète de ce qui se passe. Ouais. Même si les statistiques, des fois, ne sont pas parfaites et tout, les avoir, c'est ultra important. Ça fait partie des outils qu'on a pour pouvoir faire notre travail, pour pouvoir parler des jeunes, parler des joueurs, parler des matchs, faire la promotion de tout ça. Et je suis extrêmement déçu parce que semaine après semaine, c'est tout le temps extrêmement long d'avoir les statistiques des matchs collégiaux. Puis je comprends qu'ils sortent en ordre, là, D1, D2, D3, mais il y a un problème, puis je ne sais pas c'est quoi. Je vais m'informer, là, je te le dis, fait que là, je suis semi-fâché parce que ça me dérange, mais peut-être qu'il y a une bonne raison. Pourquoi les stats des matchs de football collégiaux sont si longs à rentrer? Tu as 48 heures après un match, quand tu es l'équipe locale, pour soumettre les statistiques au RSEQ. Fait que si ton match est le samedi soir, tu as jusqu'au lundi soir. Pourquoi le mercredi après-midi, je les ai toujours pas? Ça, je sais pas, je comprends pas. Il va falloir que j'aie une explication à ça, puis je trouve ça décevant. Puis au bout du compte, comme je dis, c'est notre travail, nous autres, quand on veut en parler, qui en souffre, puis quand il en souffre non seulement du fait qu'on est obligé d'attendre avant de faire nos analyses de tout ça, mais en plus, on n'a pas l'information complète. Puis je considère qu'on aide à tout ça en faisant la promotion, puis en parlant, puis en mettant en lumière sur le sport collégial, le foot notamment. Je trouve ça décevant de semaine après semaine, systématiquement ne pas avoir ça. Ah, surtout qu'on veut, comme tu dis, on regarde des matchs, des fois on va sur place et tout, mais on n'est quand même pas avec notre calepin de notes en train de prendre toutes les statistiques qui arrivent parce que ça va être long, on n'aura pas le temps de voir le match presque. Fait qu'à un moment donné, nous, on veut juste confirmer ce qu'on a vu avec des statistiques pour appuyer nos dires, puis donner l'information la plus juste aux gens, mais si on n'a pas l'aide avec du RSEQ pour les statistiques et tout, mais comment tu veux qu'on aide et qu'on donne l'information la plus exacte. Aussi, tu sais, des fois, on voit tellement de matchs que des fois, il y a un match que ça se peut qu'on oublie. Fait que là, on veut essayer d'en parler, voir comment que le match a été serré et tout, mais on n'a pas l'information, donc c'est un peu plate de ce côté-là. Ben, exact. Je pense que le message est lancé, mais je pense que si on peut donner des exemples bien simples, je vois un match, il y a un porteur de ballon, je vois bien qu'il fait le travail, là, je vois bien qu'il a marqué 2 touchés, je peux m'en rappeler, mais il a couru de 90 verges ou 141, des fois, là, vous allez me dire, oh, la différence est gros, mais tu l'as dit, on ne les prend pas en note systématiquement, on a vu une bonne course, s'il y en a un qui c'est le numéro 1, puis l'autre c'est le numéro 7 là, qui court là, dans une équipe, ça se peut là, que je n'aie pas fait la différence sur le coup, puis comme tu dis, on ne s'en rappelle pas nécessairement. Fait qu'avoir ça, oui, je me rappelle du déroulement du match. Oui, j'ai vu les choses. Mais avoir l'information, ça vient compléter. Puis, tu sais, à la fin. Je pense que les gens aiment ça, savoir les statistiques. C'est important, je pense. Là. Je pense que les gens aiment ça, avoir les statistiques, les vraies statistiques et non du second guessing, là, honnêtement. Donc, on essaie de transmettre l'information la plus juste possible. Si on n'a pas rien pour nous aider, mais c'est un peu plate à ce moment-là.
Exact. Fait que comme je le disais, le message est lancé. J'espère qu'il sera entendu parce qu'au bout du compte, nous autres, on veut juste que ça fonctionne. Mon but n'est même pas de pointer du doigt une personne. Je m'en fous. À l'intérieur, ils diront de leur organisation, ils décideront bien c'est à qui qu'il faut pointer le doigt. Ça m'importe peu. Moi, je veux voir des statistiques. Puis, au bout du compte, là, je pense qu'on peut se faire les porte-paroles de même des joueurs qui aiment ça, regarder les statistiques, qui aiment ça, savoir ce qui se passe. Fait que mettez les dons au plus vite, s'il vous plaît, sur le site. Ça aide tout le monde, puis ça facilite la vie. Fin de la longue parenthèse sur le sujet, mais il fallait le faire. On a eu du gros football encore. Oui, ben oui. D1, D2, je l'ai dit, je pense que je l'ai dit la semaine passée, je le redis, je le sais qu'on ne parle pas du Détroit, puis c'est pas parce que je ne veux pas parler du Détroit, c'est parce qu'on n'a plus le temps de regarder 43 matchs par semaine. On a des vies. Et en plus, il y a d'autres sports dans mon cas, fait que je veux être capable de faire ce qu'il y a à faire. Fait que c'est pas une question que j'aime pas le Détroit du tout. Non, c'est ça, oui, il y a d'autres sports, on a d'autres sports à regarder. Là. C'est surtout toi, encore plus que moi. Voilà. Fait que, bref, D1 et D2. D1, bon, encore une fois, 4 matchs, évidemment, les 8 équipes en action. On va y aller en ordre chronologique. Saint-Jean, 17, Grasset, 30. Le score semble assez serré, mais bon, il y a eu un touché en fin de match pour Saint-Jean. Là, fait que mais ça reste que un match, encore une fois, intéressant. Je trouve ça intéressant. C'était serré à la demi. C'était serré à la demi, exact. Puis, tu sais, je veux pas, j'enlève rien. Puis là où j'allais, justement, je trouve que c'était intéressant de voir que Saint-Jean tient son bout contre ces équipes-là, que nous autres, en tout cas, on voit comme équipe de tête. Ouais. Je pense que c'est des matchs où est-ce que le résultat, c'est une chose, mais la façon dont les choses se sont déroulées permet de voir la valeur globale des équipes. Saint-Jean a quand même établi des choses, je pense, là-dedans, montrer que c'était pas une équipe de fond de classement avec un easy win, appelons-le de même. Non, exact. On s'est bien battu dans ce match-là. Je pense que juste à la fin, c'est un peu peut-être l'expérience qui a joué en faveur d'André Grasset, et un peu plus aussi, on sait qu'on a un peu plus de talent aussi du côté de Grasset. Mais c'est très intéressant, et comme tu le dis, de voir ça pour les géants, de voir qu'on est capable de se battre, puis que chaque adversaire devra travailler fort pour battre les géants. Donc, c'est quand même, tu sais, on s'est pas fait massacrer. Ça a été, comme tu dis, touché en fin de match. Donc, c'était quand même très, très serré dans ce match-là. Olivier Théroux, c'est lui qui jouait. J'en avais parlé la semaine passée avec la blessure de Mathieu Barcelo. Quand même bien fait. 12 en 22, 162 verges, une passe de toucher à l'interception. Donc, contre une bonne défensive, contre celle de Grasset, c'est quand même très honnête comme statistique de sa part. Nathan Carnier a été encore très, très bon. Dans ce match-là, avec 7 réceptions, 99 verges, un touché. C'est Félix Gagnon qui avait été la grosse vedette la semaine d'avant à Garneau. Lui a été limité à seulement 2 catchs dans ce match-là. Donc, la défensive du Phoenix André Grasset avait établi Félix Gagnon comme le joueur à surveiller dans ce match-là. Mais on a quand même un bon duo, le one-two punch côté des receveurs des géants avec Gagnon et Carnier. Donc, ça peut être très intéressant pour la suite des choses. Ici, Olivier Théroux, maintenant, qui a obtenu un départ, quand même bien fait. Donc, ça donne des belles options pour Dimitri Morin, le coordonnateur offensif, à la position de corps arrière, là, si jamais on veut faire quelque chose. Donc, on sait que les deux sont capables de bien jouer. Donc, au niveau offensif, en tout cas, c'est très intéressant du côté des géants. Effectivement, mais bémol là-dessus, bon, on a perdu William, t'es revenu? Oui. Yes, un petit glitch, ça arrive. C'est pas grave. On a quand même eu, tu sais, comme tu disais, le début de match, c'était 10-6 pour Saint-Jean au premier quart, donc tu as bien placé. Mais Grasset marque quand même 25 points de suite. Il y a un élément aussi où la défensive de Grasset, puis je vais nommer un gars dont on nomme pas assez souvent le nom pour la qualité de joueur qu'il est, c'est Farrell Niango. Oh oui, écoute, quel match il a connu, lui. Et là, 2 sacs, mais c'est la présence constante dans la face ou dans le champ arrière, je vais le dire parce que c'était général, c'est pas juste contre la passe, c'est contre la passe. Il y a 5 plaqués, il y a 3 plaqués pour perdre 2 sacs. Puis combien de fois on l'a vu, comme je te disais, dans le champ arrière, c'est pas lui qui touche nécessairement au gars. Il défait, il contrôle complètement un côté là, de l'attaque de l'autre côté. Fait il a dérangé le corps arrière adverse, le champ arrière des géants trop souvent dans ce match-là. On a été incapable de le contenir là, vraiment du côté de Saint-Jean. En début de match, un peu plus, mais quand lui il a pris sa lancée, là, on peut dire qu'il a été très, très, très dangereux et très bon.
Puis comme tu le dis, c'est pas nécessairement le nombre de sacs, le nombre de plaqués pour perte que tu vas avoir. Les statistiques sont là, en plus de ce qu'il a fait, mais c'est le nombre de pressions que tu mets sur le corps arrière aussi qui est intéressant. Puis si tu déranges le corps arrière ou juste déranger le champ arrière, ben c'est quelque chose qui est aussi important que tu ne vois pas sur la statistique, mais qui est très important dans un match de football. En tout cas, moi, tu parles d'un point de vue d'un entraîneur, là. C'est quelque chose que tu remarques et qui vient jouer. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir les statistiques pour avoir joué un bon match. Quand tu déranges un champ arrière comme ça, tu n'es pas capable de prendre ton envol, mais puis ça apparu sur le jeu au sol des Géants qui n'ont même pas eu 100 verges dans ce match-là. Exact. Puis si on revient du côté de Gracil, justement, ben, une attaque ultra balancée, 201 verges pour Pepe Gonzalez, puis à peu près 235 verges pour le jeu au sol. Donc, une belle performance de Gracil qui, on va en reparler, en tout cas, au moins un minimum, parce que gros match, gros test la semaine prochaine contre CNDF. Ça va être super intéressant à surveiller. Ça va être des bons matchs partout, Phil, la semaine prochaine, parce qu'on va en parler un peu plus tard, là, mais c'est tout le classement qui va être chamboulé encore une fois. Absolument, puis on va comprendre aussi pourquoi ça se passe comme ça. Champlain-Lennox contre Limoilou. Là aussi, on avait un match qui était un peu baromètre, je vais le dire comme ça, parce qu'est-ce que Champlain-Lennox allait être capable là, de montrer un peu plus de constance que ce qu'ils avaient fait contre CNDF? En tout cas, en première moitié de partie, ça s'appelle Titan de Limoilou de A à Z. Ouais. En deuxième partie, on a vu Champlain réussir des choses. Ouais. Et ça, je trouve que c'est bon signe. Jerry Momo qui a concouru pour plus de 100 verges dans ce match-là. Ça, c'est une première chose. Le jeu aérien, si au total, on n'a pas nécessairement des stats à tout casser, dans le match, on a vu des belles passes, on a vu des beaux jeux qui ont été faits. Si O'Doherty Lincourt peut utiliser son bras puissant avec plus de constance parce qu'il y a beaucoup d'imprécisions, malheureusement, dans son cas, mais c'est un corps arrière avec des habiletés des capacités très grandes. Maintenant, s'il peut être plus précis, c'est un gars qui peut être très dangereux puis amener justement cette balance, cet équilibre-là dans l'attaque de Champlain-Lennoxville. Ça reste qu'ils affrontaient un Titan de Limoilou qui, sincèrement, là, les Titans, quel début de saison, là, ils semblent sans faille. C'est incroyable. Non, exact. On les mettait comme favoris, on disait, des fois, un lendemain de bol d'or, c'est un peu plus difficile, surtout en D1, parce qu'on sait que c'est, écoute, clairement, on en avait parlé des recrues qu'on avait recrutées qui prenaient déjà des rôles importants. On avait quand même d'expérience. Écoute, on est en train de le prouver. Jérémy Ouellet, quel match, Phil. Il y a eu 50% de passes complétées, mais 395 heures, 3 passes de toucher. Ben oui. Alors, il a complètement... en plus, il a obtenu 48 verges au sol. Tu sais, ça c'est un corps arrière... c'est un corps arrière qui est mobile, qui est capable de te faire mal autant avec son bras qu'avec ses jambes. Il l'a prouvé dans ce match-là contre une défensive habituellement qui est excellente. Là. On a mis 40 points sur le tableau. Là. Puis, tu sais, puis avec justesse, là, le Knoxville est bien revenu en deuxième demi, mais le mal était juste déjà fait à ce moment-là lorsqu'on est revenu. Mais on a vu également effectivement des belles choses. Comme tu dis, Jerry Momo couru pour 100 verges. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais oui, Limoilou, écoute, c'est un véritable rouleau compresseur même en début de saison, je voudrais dire comme ça. On est bon autant au sol que par la passe, puis défensivement, on est juste incroyable. Là, Xavier Dagenet a connu tout un match encore, Vincent Gagné également, donc défensivement. Donc, on a des éléments pour aller jusqu'au bout, littéralement, encore une fois. Là. Oh, pas de doute. Pas. Enfin, le début de saison nous donne cette impression-là. Ça va rester à voir quand on va avoir les matchs contre CNDF, contre Grasset. On va voir ce que et les adversaires sont capables de faire contre Limoilou, puis justement, à quel point est-ce qu'il y a des failles à attaquer chez Limoilou qui, pour l'instant, en tout cas, paraissent pas. Bref, ça va être intéressant à suivre. Garneau contre Vanier. Celui-là, je l'ai aimé pour diverses raisons. Au départ, Garneau... Vanier menait à la demi, là. En fait, Vanier menait 10-2 jusqu'à la moitié du quatrième quart. Fait que, tu sais, quand on regarde ça, Vanier a parti le match avec un touché. Après ça, ça a été une histoire de défensive parce que les deux carrières incapables de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, le carrière de Vanier, c'est à la fin du premier quart qui a été blessé. Donc,
C'est lui qui l'a remplacé. Beaucoup de difficultés à faire avancer les choses avec régularité. Fait que pas chanceux, Vanier. Ça fait 2 semaines de suite là, que Skoulakis est obligé de quitter le match avant la fin. Fait que ça va être à suivre parce que c'est un bon jeune avec un bon potentiel. Là. On veut le garder en santé parce qu'il faut qu'il prenne des répétitions pour s'améliorer. Mais, c'est surtout la bonne année pour Vanier en plus pour donner des répétitions à ce corps arrière-là, à Johnny Skoulakis. Ben absolument. Donc, Vanier qui fait un gros travail en défensive. Ils ont été extrêmement solides. La pression qu'ils ont réussi à mettre, au point où le corps arrière qui a été nommé joueur par excellence la semaine passée, Léopold Damour-Dionne, dans le RSEQ, le corps arrière de Garneau, c'est lui qui avait été nommé joueur par excellence. Et après une demi, Michel-Pierre Pontbriand dit non, il faut passer à autre chose, ça ne fonctionne pas. Et là, c'est Charles Gamache qui prend les rênes. Il était très bon. Du travail très solide. Puis d'ailleurs, en fin de match, c'est lui qui a amené avec ses passes, ses jeux de passes, a réussi à amener l'équipe jusqu'où il fallait. Puis c'est-à-dire profiter d'une interception, aller marquer un toucher, après ça, faire avancer le ballon assez pour se placer pour le placement. Et on finit par se sauver avec une victoire de 11-10. Ça fait mal à Vanier. Puis en même temps, le oomph pour Garneau de savoir que malgré le fait qu'ils n'ont rien fait offensivement de tout le match, on arrive à être clutch, donc à fonctionner au bon moment. Oui, effectivement. Donc, ça a été une bonne bataille défensive de part et d'autre, vraiment. Garneau qui avait eu des difficultés défensivement la semaine d'avant contre Saint-Jean. On prouvait qu'ils avaient une meilleure défensive et qu'est-ce qu'ils avaient. C'est sûr que l'attaque de Vanier, c'est peut-être pas l'attaque la plus intimidante du D1, effectivement. Là, on se cachera pas, on s'en cachera pas. Mais on était quand même très bons. On a envoyé un message. Vanier a prouvé qu'ils défensivement, ils étaient capables de jouer contre une équipe qui avait marqué 38 points la semaine d'avant aussi. Il faut quand même le mentionner. Donc, ça a été des éléments intéressants, je pense, pour les deux équipes. Vanier a envoyé un message un peu plus important. Oui. En allant donner un match serré, presque se sauvant à la victoire contre une équipe contre qui qu'on identifie qui vont peut-être se battre pour une place en série à la fin de l'année. Ça, c'était au début de la saison. Mais c'était intéressant pour Vanier. Je pense qu'ils doivent oublier le match qu'ils ont joué contre Gratiot en début de saison. Puis se concentrer sur celui-là, je pense qu'on a vu de belles choses. Puis il faut bâtir là-dessus. On va espérer pour Johnny Skoulakis là, que ça soit plus de peur que de mal. Je pense qu'on va devoir s'en passer peut-être pour au moins une autre semaine. J'ai hâte de voir, mais il y a des choses intéressantes pour Vanier dans ce match-là. On a quand même 100 verges pour le receveur Jason Akinoff-Lyle, qui a 101 verges sur 8 réceptions. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, ça montre qu'on a un élément. On a peut-être ici. On disait, depuis le début de la saison, qu'est-ce qu'on dit de Vanier, Phil, c'est qu'on dit, est-ce qu'ils ont un joueur qui est capable de faire la différence, qui est capable. Peut-être qu'on l'a ici, là, avec un match. Il a montré des belles choses, en tout cas, dans ce match-là, absolument. Donc, c'est des éléments intéressants qu'on doit aller chercher. Adam Callender qui a couru pour 80 verges. Donc, il y a quand même des choses intéressantes du côté de Vanier, offensivement, sur lesquelles on peut bâtir. Et on va espérer que Johnny Skoulakis puisse jouer le plus de matchs possible. Et on espère que sa blessure n'est pas trop grave pour que peut-être cette attaque-là se mette en marche. Puis, au moins, préparer peut-être la fin de saison et évidemment l'année prochaine. Exact. Puis, il faut parler aussi de la défense. Là. Je pense qu'effectivement, Vanier, s'ils sont capables de placer des choses, ils ont une belle ligne défensive, tant qu'à moi. Je trouve qu'une ligne défensive est très intéressante. Ouais, très physique. Ils ont été très physiques. C'est ça, exactement. Non, tu sais, Vanier, c'est Vanier. Hein? C'est des bons athlètes. Après ça, es-tu capable de faire prendre le pudding? C'est souvent la question avec Vanier, mais les athlètes sont généralement là. Donc, à voir comment ça va continuer de leur côté. 4e match qu'on avait, Notre-Dame qui l'emporte 26-11 contre Montréal. Le pointage laisse à penser que Notre-Dame a dominé ce match-là, mais c'est loin d'être le cas. C'était un touché en fin de match de Notre-Dame, mais c'était 19-11. Montréal a eu ses chances d'aller inscrire un touché puis peut-être essayer le converti de 2 points pour égaler la partie. Un gros match au sol pour Michael Apostol, mais évidemment pour la ligne offensive. Sauf que l'incapacité de créer quoi que ce soit au niveau de l'attaque aérienne a ultimement coulé
Vieux-Montréal. Et j'ajouterais quelques punitions aussi qui ont fait mal à des moments inopportuns, mais il faut absolument que Vieux-Montréal se trouve une attaque aérienne minimale là, pour, s'ils veulent là, contester les grosses formations. Et surtout que là, le Vieux s'en va à Saint-Jean en fin de semaine. Puis je le dis depuis le début de la saison, la faiblesse des Géants, c'est peut-être par le jeu aérien. Donc, si on est incapable de faire quelque chose aérien, mais qu'on n'est pas capable d'exploiter, mais les Géants vont pouvoir vont mettre toute leur énergie sur le jeu au sol. Parce que quand tu regardes le match que Nicolas Postel a connu, c'est exceptionnel, là. Donc, les autres équipes regardent ça et disent ah, ben parfait, on n'est pas capable de passer le ballon, mais on est une attaque unidimensionnelle. Donc, toutes les défensives vont vouloir mettre leurs œufs dans le même panier pour contenir le jeu au sol. Donc, là, il faut être. Puis, tu sais, tu l'as parlé, on a envoyé Isaac Marceau une fois. Il a fait un jeu de 40 verges. Ça a été le jeu le plus explosif offensif aérien. Qui était une feinte de dégagement, mais quand même. Exact. Donc, ça a été le jeu aérien le plus. Philippe Arcel finit avec 90 verges sur 25 passes tentées. Tu te dis que l'autre, il y a 50 verges de moins sur une passe. Donc, il y a peut-être quelque chose là, ici qu'il faut exploiter. On lance le ballon seulement 25 fois. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas on n'a pas une confiance absolue envers notre jeu aérien déjà en partant. On produit presque pas. Donc, c'est pas. Ça va être. Tu sais, c'est comme tu l'as dit, c'était un match où si le jeu aérien aurait juste fait une mini-différence, peut-être que le Vieux-Montréal allait gagner ce match-là au CNDF. Honnêtement, là, si le jeu aérien faisait juste produire quelque chose d'intéressant, on gagnait probablement ce match-là. Ben, effectivement, là, on était là. Puis, je vais quand même lever mon chapeau à la défensive de CNDF là-dessus. Ouais, qui était très bon. Le nombre de passes typées, accrochées, appelle-le comme tu veux, qui ont fait en sorte que on n'a pas pu compléter les choses. La pression qui a été mise, je pense qu'à chaque fois qu'on va parler des matchs de CNDF, il va falloir parler de Steve Bolo-Mboumois. Charles-Antoine Ledoux, le middle linebacker qui est là systématiquement. Charles-Antoine Ledoux, parce qu'on parle de Bolo, Steve Bolo, c'est une chose, mais Charles-Antoine Ledoux, c'est un stud au milieu de cette défensive-là. Jean-Simon Réaume qui a été très bon aussi. Exactement. Puis, bref, on a du calibre, là, puis défensivement, on a exécuté. Du côté de CNDF, du moins contre la passe. Puis contre le jeu au sol, ben, en même temps, c'est l'identité de Vieux-Montréal. Si on avait commencé l'année et tu m'avais dit, c'est quoi les probabilités que le jeu au sol soit primordial et l'élément clé de l'attaque, j'aurais gagé beaucoup d'argent là-dessus. Là. C'était clair, c'est l'identité du CVM. Et quand on a fait notre preview de la saison, là, c'est ce qu'on disait. On disait l'attaque, le Vieux-Montréal, on a hâte de voir la saison qu'ils vont avoir parce que le jeu au sol va les guider probablement ce qu'on va. On avait un corps arrière qui arrivait, on en a parlé, un excellent athlète, Philippe Orson. Là, et puis on l'a vu souvent pour se défendre de la pression à quel point il était athlétique. Absolument. Mais je pense que il a vu que c'est pas le même niveau que de jouer au flag football puis de jouer au football en D1 là, contre des défensives aussi dominantes que celles du CNDF, aussi physiques. Oui, on a rabattu beaucoup de passes au du CNDF, on a été très bon, mais je pense que hors ça, c'est juste de prendre du rythme aussi. C'est sûr que je pense qu'on n'a peut-être pas confiance en notre attaque aérienne, mais en même temps, si on ne lui donne pas l'opportunité de lancer juste 20 et 25 ballons par match, mais il faut, à un moment donné, qu'il va falloir trouver un rythme. Et je pense qu'il va falloir aller chercher là, à un moment donné des matchs de peut-être 30, 35, même voire 40 passes pour que Orcel prenne vraiment un rythme plus intéressant. C'est sûr que notre jeu au sol marche, puis tu veux gagner en D1, là, c'est clair. Mais il va falloir trouver une façon d'impliquer mieux le jeu aérien puis d'aider Orcel à ce niveau-là. Absolument. Puis je pense qu'il y a un élément de blocage aussi. La pression se rendait, mais en même temps, écoute, on le dit des fois, là, c'est dur d'évaluer quand une équipe comme CNDF qui est tellement puissante contre le jeu aérien, elle va faire mal paraître une équipe dont c'est pas la force, ça c'est évident. Mais en même temps, que Vieux-Montréal arrive à aller donner 137 verges de gain à un de ses porteurs de ballon contre CNDF. Exact. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est plus que bon signe. Là, moi, je pense que ça envoie vraiment un message à tout le monde. Attendez, là, mettez qui vous voulez dans votre boîte défensive. Là, on est capable de courir contre vous. On n'a pas peur, puis on va le faire, puis on va réussir. Fait que ça, cet aspect-là, il est intéressant pour CVM, puis ça va être vraiment, vraiment intéressant à suivre.
je t'amène d'ailleurs au match de la semaine prochaine, avec un X, parce que tu disais on a beaucoup de matchs super intéressants. Je parlais de Grasset à CNDF. En fait, Phil, si tu peux le permettre, c'est pas compliqué en fin de semaine. Là. Les 4 équipes qui sont 2-0, oui. Les 4 équipes qui sont 0-2. Donc, Oui. ça va être intéressant. Donc, le classement va être chamboulé Quand on va s'en reparler la semaine prochaine, le classement va être chamboulé puis pas à peu près. Absolument. Donc, c'est des matchs importants à la tête du classement puis dans le bas du classement. Parce que là, il y a des équipes, ceux qui sont 0-2 ne veulent pas se retrouver 0-3 parce que là, ça commence à être un peu plus compliqué la marche. Donc, ça va être très intéressant ces matchs-là. Tous les matchs vont être intéressants en fin de semaine. C'est de voir qui va se retrouver 0-3 versus qui va se retrouver 3-0. Parce qu'il est là. Les équipes qui ont 2-1, 1-2, on va avoir du milieu de peloton. Ouais. Mais est-ce que Champlain-Lennoxville va se retrouver 0-3? Est-ce que Vanier est capable d'aller causer la surprise? Je vais te dire que non. Mais est-ce qu'on pourrait se retrouver avec ça? Who knows? Saint-Jean qui reçoit Vieux-Montréal, ça pour moi, c'est vraiment cool comme match. J'ai hâte de voir ce que Saint-Jean va être capable justement de faire pour essayer de contenir cette fameuse attaque au sol du Vieux-Montréal, parce que l'attaque au sol qui marche veut aussi dire contrôle du temps de possession. Bref, il y a ça. Mais Vieux-Montréal, est-ce qu'ils sont capables d'être plus disciplinés, de se calmer les nerfs à certains moments? Mais ça, c'est une faiblesse qu'on a depuis que Ronaldo Sagesse est arrivé. Là. C'est une équipe indisciplinée, le Vieux-Montréal. Je pense c'est dans l'ADN de l'entraîneur, mais un peu, mais il va falloir. C'est ça, c'est dans des moments importants qu'on prend des punitions souvent. J'appellerais ça des punitions stupides. Là. Des fois, là, des punitions, des rudesses, à la fin d'un jeu. Et là, la discipline. Il y a une différence entre être physique et être dans l'exagération. Tu sais. Le physique, mais il faut que tu sois physique dans les tranchées, entre les deux sifflets, pas après les sifflets. Exact. Puis ça, je pense que le message se passe depuis la nuit des temps dans le monde du football qu'il faut faire ça. Mais c'est que à la fin, à un moment donné, surtout que les 8 équipes vont se retrouver en éliminatoire, quand ça va être le temps, est-ce que tu vas être déjà préparé à faire les choses comme il faut? Parce que ces détails-là vont être majeurs dans tes chances de victoire. En éliminatoire cette année. En D1. C'est 6 équipes en éliminatoire. Oui, tu as raison, c'est 6. J'ai dit 8, tu as raison. Puis je pense qu'on avait dit 8 peut-être, mais c'est 6 en équipe. 6 équipes. Fait que, tu sais, t'es fait-tu les éliminatoires, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est effectivement, tu sais, c'est ça. Quand tu vas arriver dans ces gros matchs-là, vas-tu être capable de te contenir si tu t'es pas contenu toute la saison? Je comprends que ça fait partie. On parlait de courir, qui fait partie de l'ADN de CVM, être intense, être sur le sentier de la guerre à chacun des matchs, ça fait partie de l'ADN de CVM, puis c'est ce qui fait qu'ils sont durs à affronter. Tu le sais que ça va être tough jouer un match-là. Maintenant, si tu es patient, ils vont finir par écoper de punition, puis tu vas en profiter. Donc, puis en même temps, tu le sais, hein, tes écœurs, tes gosses un peu, si tu mènes en plus au pointage, tu es capable probablement de faire sauter les plombs d'un joueur ou deux. Ça fait partie de la game. Mais c'est juste de dire que ça va être absolument à corriger si on veut que CVM veut avoir sa chance. Et Saint-Jean est une équipe quand même assez disciplinée. Je pense que ça va être le mot d'ordre de Jean-Philippe Bégin toute la semaine. Ça va être un match très intéressant. Je serai d'ailleurs sur place samedi soir pour voir ce match-là. C'est juste à côté. Donc, après avoir coaché les Barons, on espère une victoire. On va aller voir un bon match de D1. Ça va être très intéressant. C'est comme un match éliminatoire pour ces deux équipes-là, honnêtement. Le 0-2, tu ne veux pas tomber 0-3 parce que, comme tu l'as dit, les équipes vont être 2-1, 1-2. Mais là, c'est le milieu de peloton, donc chaque équipe va être à un match chacun. Mais là, tu tombes à 3 matchs, 2 matchs. Ouf, ça va être dur pour les équipes qui vont être à 0-3. Absolument, absolument. Puis, quel autre match on disait? Bon, Garneau-Limoilou. Ouais. Garneau-Limoilou, tu sais... Limoilou, qui est le rouleau compresseur. Je ne sais pas si Garneau a ce qu'il faut pour contenir. Garneau n'a pas été convaincant dans ses 2 premiers matchs. 38-35, 11-10 contre 2 équipes avec qui ils vont se battre pour les séries. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose pour aller faire trembler les colonnes du temple dans le haut de la division? J'ai des doutes. Sur cette façon-là, puis la façon dont Limoilou joue depuis le début de la saison. Ils ont donné seulement 20 points dans les 2 premiers matchs, donc j'ai des doutes que ça va être que Garneau a ce qu'il faut pour
pour être 3-0, mais on ne sait jamais, un match est un match au football. Faut que tu le joues. Moi, l'affaire aussi qui m'amène à me poser des questions, si on veut, par rapport à Garneau, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé notre carrière numéro 1, vu comme ça. Non, exact, regarde, on a ça. Arriver contre une équipe qui va te mettre une pression comme tu en as peu vu, puis tu as un carrière que tu n'es pas sûr s'il est parfaitement confiant. Puis je ne me mets pas dans la tête de, je parle à travers mon chapeau, là, on s'entend, mais cette confiance-là du carrière numéro 1 qui n'a pas peur de faire des erreurs, est-ce qu'elle existe? La question peut se poser, fait que ça rend l'affaire encore plus difficile. Enfin, Grasset à Notre-Dame, on a glissé un mot tantôt, mais Grasset à Notre-Dame, si les 4 matchs sont intéressants, Grasset à Notre-Dame, c'est une possible finale du bol d'or. Fait que c'est ça qu'on va avoir là, à ce match-là. Fait que pour moi, c'est le match spectaculaire, ou en tout cas le match de la fin de semaine qui va être le plus si on veut qu'il y ait le plus de lumière à mettre dessus, puis ça se peut que ce ne soit pas le meilleur match. C'est toujours ça, il faut les regarder, mais on a franchement du gros jeu qui peut se donner là. On dit toujours dans le coaching, sur papier, ça va être ça, mais il faut le jouer le match. Ça se joue sur le terrain. Ça se joue pas sur les feuilles. Puis Notre-Dame, CNDF est mieux de commencer son match avec plus d'aplomb que ce qu'il a fait les 2 derniers matchs. Ça, c'est clair. Parce que moi à mon avis, CNDF, ils n'ont pas établi encore un 60 minutes d'excellent football comme ils sont capables de nous le montrer, comme ils le montrent dans des sections de match. J'ai besoin de voir CNDF jouer 60 minutes. Et contre une équipe contre Grasset, tu ne peux pas te permettre d'avoir un lent début de match. Alors, on a vu la preuve. Saint-Jean a eu un excellent début de match contre Grasset. On a eu un match quand même assez serré. Donc, CNDF se doit de bien débuter son match. Exact. D2. On va aller vite sur le D2. Parce qu'on l'a dit, il y a des statistiques qui nous manquent. Puis on a regardé les matchs, mais oui. Il manque d'informations. Ceci dit, allons-y avec les 5 matchs assez rapidement. John Abbott en Antique. Je pense que la logique a été respectée. Disons-le comme ça. À 41-3, c'est ça la logique. Puis c'est plate à dire, là. Mais la logique, à 41-3, c'est pas comme si on avait dit « Ah, je m'étais attendu à moins que ça ». Non, la logique a été complètement respectée en ce sens-là. John Abbott a dominé ce match-là exactement comme il devait le faire. Glenn Valentine démontre que he's for real. Une équipe ne peut pas prendre pour acquis que. En tout cas, je ne sais pas comment tu coaches, tu n'as pas considéré Glenn Valentine comme le dangereux l'autre bord. Oui, exact. Et puis, il a été tellement bon dans le début de match, on a pris les devants rapidement. Il a rien que lancé 11 passes. On a amené Dean Blackwood en fin de match parce que ça ne voulait plus rien dire. Puis il a quand même bien fait en relève, là, 610, 108 verges. Donc, ça prouve des belles choses. C'est sûr que c'est un peu les calories vides parce que c'est contre Hansik puis c'était en fin de match. Mais c'est quand même intéressant de voir que les deux ont joué. Reed Walker était excellent au sol. 5 courses pour 90 verges. 5 courses, 90 verges, 2 touchés. Donc, un véritable rouleau compresseur dans ce match-là. Autant aérien que par le jeu au sol du côté de John Abbott. Malheureusement, on sait qu'il n'était juste pas de calibre pour jouer. Tu sais, c'est plate. Je le disais comme ça parce que c'est vraiment ça. La logique a été respectée dans ce match-là. Le score dit la logique. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Malheureusement, pour l'instant, là-dessus, Saint-Hyacinthe, Lionel Groulx, ça, c'est un match qui était ultra intéressant. Et là, on se retrouve avec 2 équipes qui maintenant sont 1-1 parce que Lionel Groulx, finalement, s'est incliné 32-25. Saint-Hyacinthe a montré des solides belles choses dans ce match-là. N'eût été de 2 giga-courses. Oui, c'est ça. Parce que n'eût été de 2 giga-courses de Tristan Thibault qui ont donné des touchés au début puis à la fin de la première demi. Tu sais, est-ce que Saint-Hyacinthe, moi, je trouve qu'ils ont été la meilleure équipe dans cette équipe-là, dans ce match-là, du moins la plus constante. Absolument. D'un bout à l'autre, il n'y a pas eu beaucoup de creux de vague du côté de Saint-Hyacinthe. Nul était peut-être l'interception d'Antoine Ouimet. Mais on va lui pardonner, Phil, parce qu'il a quand même 24 en 38, 391 verges et 4 passes de toucher. Quand je disais que l'attaque aérienne de Saint-Hyacinthe avait été dominante, mais c'en est une preuve. Quel match il a connu. Puis on ne l'a pas senti, on l'a pas dérangé tant que ça dans ce match-là du côté de la ligne défensive de Lionel Groulx. Loïc Brodeur a connu un bon match. Lui, il a été fidèle à son habitude. Il a 2 sacs. Voilà.
Mais ça a été à peu près le seul qui a été capable d'exercer une pression constante dans le champ arrière de Saint-Hyacinthe. Mais on avait fait nos devoirs au côté de Saint-Hyacinthe. On avait des bons blocs sur la ligne offensive. Donc, pour bien protéger Ouimet, qui a eu du temps pour lancer. Puis, écoute, il a été capable de bouger aussi dans sa pochette pour lancer des passes. Là. Donc, ça a été très intéressant. Mais on avait un bon plan de match. On sait que c'est une bonne ligne défensive, même une bonne boîte défensive complète du côté de Lionel Groulx. Saint-Hyacinthe avait fait ses devoirs pour contenir les blitz, pour contenir la ligne défensive. Donc, ça, il faut le mentionner parce qu'on ne parle pas assez souvent du coaching dans les tranchées. Mais du côté de Saint-Hyacinthe, moi, j'ai trouvé qu'on était arrivé avec un bon plan de match pour permettre justement à Antoine Ouimet. Il n'a pas eu 391 heures par hasard juste parce qu'il a été capable d'être précis. Parce qu'on l'a aidé, puis on l'a fait contre une bonne ligne défensive, puis une bonne boîte défensive comme celle des Nordiques de Lionel. Vrai, mais en même temps, Antoine Ouimet, je l'ai trouvé intéressant sur sa façon de se débarrasser de la pression quand il y en a eu. De mettre le ballon, pas tout le temps, directement dans les mains de ses receveurs, mais à un endroit où son receveur pouvait aller le chercher. L'anticipation, c'est une des clés pour un corps arrière, puis je sais de quoi je parle. Antoine Ouimet l'a vraiment démontré dans ce match-là, parce que c'était pas toujours parfait comme exécution. On ne parle pas d'un gars qui recule, fait sa première passe à l'intérieur de la pochette, décoche un laser en plein milieu. C'était pas de ça constamment. Là. On a vu du scrambling, puis lancer des ballons là où son receveur pouvait, puis Volel, Thibodeau, ont joué un gros match les deux. Ouais. Donc, franchement, un bon match. Puis, intéressant à noter, on a fait quasiment 70 jeux offensifs, excuse-moi, du côté de Saint-Hyacinthe. Une quarantaine seulement du côté de Lionel Groulx. Tu sais, il y a ça qui est intéressant. Saint-Hyacinthe, dans ce match-là, Saint-Hyacinthe, Phil, pas confié dans ce match-là, ils ont gagné des éléments clés, des fondamentaux du football. Le temps de possession, le positionnement sur le terrain. Ça, c'est des fondamentaux que juste ça peut changer l'allure d'un match, puis ça a paru. Puis ça a été un excellent match du côté de Saint-Hyacinthe. Comme je l'ai dit, on avait arrivé avec un bon plan de match. J'ai parlé d'étrangers. On avait un bon plan de match tout court pour jouer Lionel Groulx. Ça a été un excellent match, un match qu'on attendait. Ça s'est soldé par un touché. Mais très bon travail. C'est du côté de, comme tu l'as dit, c'est nul été des deux grosses courses pour un touché de Tristan Thibault. Probablement que le score est un peu différent parce que je suis d'accord avec toi, Saint-Hyacinthe a été la meilleure équipe d'un bout à l'autre de ce match-là. Puis il faut quand même leur donner là, les deux courses de Tristan Thibault, les trous béants dans le milieu de la ligne offensive, que le milieu de la ligne offensive a réussi à créer pour permettre à Thibault de décoller. C'était de la très haute voltige de qualité de blocage, mais il reste qu'au bout du compte, comme je dis, des fois, c'est deux petits éléments qui auraient pu font partie du match. Il ne faut pas les enlever du tout. Mais, et en plus, il faut ajouter qu'il a un touché par la passe, Tristan Thibault. Oui, absolument. Ah, j'adore Tristan Thibault et Liam McGonigal aussi, qui a été excellent encore une fois. On en avait parlé dans notre preview puis la semaine passée que Charlebois et Thibault, c'était un duo qu'on pouvait. Qu'on avait, on disait dans des équipes, dans des deux, est-ce qu'il y en a qui ont pas de duo, mais eux, on sait que c'est quand même un duo qui est capable d'être capable d'aller gagner un match à eux seuls. Puis j'ai hâte de voir Charlebois montrer encore plus de quel bois il se chauffe. Je sais que c'est un gars qui a du talent. Je sais qu'il est capable d'être un gamer. Ouais. Est-ce que j'ai hâte qu'il arrive et qu'il step up à ce niveau-là? Parce qu'on a vu Thomas Bergeron utilise un peu plus son instinct et son feeling. Je sens quand la pression arrive. Puis oui, quand la pression arrive, c'est difficile. Là, je ne suis pas en train de dire que ça ne l'est pas. J'ai hâte de le voir se sortir de cette situation, créer des jeux. Exact. Parce que lui, autant que je disais que Saint-Hyacinthe avait amené un bon plan de match dans les tranchées, on l'a vu que ça a été un peu plus difficile du côté, à part là, les deux grosses courses de Thibault, ça a été un peu plus difficile sur la ligne. Puis là, Charlebois a dû faire face à de la pression. Ça a été un peu plus difficile pour lui à ce moment-là. On a vu Thomas Bergeron dans ce match-là, il faut le mentionner, au poste de carrière pour les Nordiques. Il a quand même bien fait. C'est lui, d'ailleurs, je pense, qui avait lancé la passe touchée à Tristan Thibault. Exact. Montmorency, qui est à 0-2 après une défaite de 29-24 contre Lévis. On jouait deux matchs contre des équipes qu'on attend dans les sommets, là, Sherbrooke et Lévis. Lévis, on avait émis des bémols probablement avec erreur. On s'est probablement trompé là, en analysant Lévis avant le début de l'année. Ouais.
On n'a pas. On a Mais pas ce que je on a veux dire. aucune- Vas-y. J'ai dit, on n'a aucune honte à l'avouer, là, qu'on s'est trompé. Oh. Il y a des informations qu'on n'a pas sur tout le monde non plus, fait que c'est un peu plus dur. Ça fait partie de la beauté de l'affaire de. Mais il faut quand même noter que Lévis a quand même gagné 2 matchs serrés contre 2 équipes, contre Montmorency, contre Édouard Montpetit. Donc, c'est quand même, ils ont quand même pas envoyé non plus un si grand statement que ça en gagnant des matchs faciles. C'est pas une équipe trop forte pour la Ligue, là. C'est pas une équipe trop forte pour la Ligue. C'est une équipe qui est dans le mix des bonnes équipes de cette division-là. Exact. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est bon pour tout le monde dans la Ligue qui dit qu'ils sont capables d'aller jouer à Lévis sans dire que c'est une équipe carré de D1, on va se faire abattre. Ben, ils sont capables d'aller jouer contre. Tout le monde est capable de jouer contre Lévis. Donc, il y a 2 matchs serrés, puis c'est tout à leur honneur, je pense, d'avoir gagné ces 2 matchs-là de façon. Surtout celui d'Édouard Montpetit qui était de façon très dramatique. Exact. Et là, Lévis. Pour Édouard Montpetit. Oui, je comprends bien. Et là, Lévis qui a quand même surpris un petit peu Montmorency en utilisant un peu plus de jeu de passe. Oui, il y a eu faire divers au niveau aérien. Ben exact. Puis, tu sais, c'est une équipe qu'on s'est dit, cette équipe-là, elle va courir, ça va courir. Puis, en passant, Charles Bourgault finit le match avec 175 verges. Là. Il a été extrêmement solide, comme on peut s'y attendre. Mais à la fin, c'est quelques passes bien à des moments clés qui ont fait une différence, qui ont permis à Lévis quand même d'exposer un aspect qu'on ne s'attendait pas parce qu'on s'est dit au début de l'année, la défensive contre le jeu aérien de Montmorency va être implacable. Et on a quand même réussi à amasser des verges, quand même réussi à aller chercher des jeux. On a réussi à lancer 2 passes de toucher. Donc, on a osé lancer 32 fois contre cette défensive-là. Il y a des équipes qui n'en font même pas 20, vont peut-être lancer 20. On a lancé quand même 32 fois. Donc, on a trouvé quelque chose à exploiter où on s'est dit, mais regarde, on va essayer de les battre avec leur force. Puis c'est exactement ce qu'on a été capable. On a bien couru pour être capable de mieux passer le ballon. Donc, on a bien courir pour mieux passer. Des fois, c'est un dicton. Donc, peut-être qu'on a vu, on a vu Montmorency qui essayait d'amener plus de sophistication contre le jeu au sol. Ça a permis à Lévis de mieux passer. 2 passes de toucher pour Thomas Cloutier dans ce match-là, 210 verges. On a tenté 32 passes. Mais comme tu l'as dit, Charles Bourgault, quel match encore? 23 courses, 175 verges. On sait que c'est l'identité, c'est le pain le beurre de Lévis-Lauzon. Donc, ça a été tout un match pour le porteur de ballon de Lévis. Exact. Puis, tu sais, de l'autre côté, il ne faut pas non plus voir le travail de Montmorency comme quelque chose qui s'est foncièrement mal passé. On a vu une meilleure qualité au niveau de l'exécution offensive cette fois-ci. Stéphane Bedoya a été bon dans ce match-là. Ben, 50% de ses passes, mais 3 passes de toucher. 252 verges. C'est ça, exact. Puis, Peter Andy Tipaldos, moi, que j'aime bien depuis le début de l'année. 2 bons matchs au sol. Je trouve qu'il établit un jeu au sol. Avait frôlé le 100 verges la semaine passée, l'a dépassé cette semaine. Donc, c'est très de bon augure aussi que le jeu au sol de Montmorency est capable d'en donner pour son argent. Puis on a une attaque, là, on prouve qu'on a une attaque quand même assez équilibrée du côté de Montmorency. Donc, ça, c'est encourageant pour les nomades. Exact. La seule chose qu'on devrait s'attendre d'une défensive comme celle-là, mon attaque me donne 24 points, je devrais gagner le match. C'est comme ça que je le vois malgré tout. On a trop de bons joueurs là-dedans pour. Absolument. Puis donc, ça veut dire qu'on a eu des carences contre le jeu aérien, comme qu'on a vu. Donc, ça a été. Je pense que c'est la raison pour qu'on a perdu ce match-là du côté des nomades. Édouard Montpetit-Valleyfield. Édouard Montpetit s'incline encore par une petite marge, par 5 points encore. Ça fait 2 fois, là, c'est par 5 points. Et pour Valleyfield, je la trouve très intéressante. C'est rare que tu dis qu'une défaite est intéressante, mais elle est encore plus intéressante que celle contre Lévis-Lauzon, parce que Valleyfield, c'est une équipe qu'on voit vraiment comme qu'on identifie tous les deux, même comme une équipe de tête. Puis on va seulement en perdre par 5 mois, donc ça veut dire qu'Édouard Montpetit est peut-être meilleur qu'on le pense, du moins au niveau défensif, là. Oui, puis, tu sais, moi, il y a un des gars que j'aime vraiment beaucoup dans cette ligue-là, c'est William Chamberlain. Ah oui. Édouard Montpetit, on parlait de gamer, de game changer. Ouais. William Chamberlain, son numéro 6, il est ciblé par tous les entraîneurs adverses. Il fait du bon travail malgré tout. J'adore ce kid-là sur le terrain de foot. On me dit qu'en dehors du terrain de foot aussi, il y a aussi en dehors qu'Alex dedans. Donc,
un jeune homme qui mérite d'avoir beaucoup de lumière sur lui, sincèrement. N'hésitez pas à regarder les matchs d'Édouard Montpetit pour surveiller ce gars-là. Honnêtement, ce que j'ai en tête, c'est William Chamberlain, c'est l'étudiant athlète modèle dans une équipe que tu veux avoir. C'est un peu lui du côté d'Édouard Montpetit qui est ça. Puis c'est intéressant, coach de Francesco semble avoir amené une nouvelle dynamique à cette équipe-là. C'est intéressant de voir Édouard compétitionner contre des équipes de tête, puis de ne pas se faire déclasser, mais de voir qu'ils auraient pu gagner ce match-là. On était à une possession, des défaites par une possession, même des défaites par 5 points. Donc c'est intéressant pour eux quand même pour la suite des choses, parce que leur calendrier, ils vont fonder des équipes qui vont plus se battre. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de donner du fil à retordre à des équipes de tête. Édouard Montpetit, on l'a dit, une équipe à 0-2, mais comme Montmorency, c'est 2 équipes à 0-2 qui sont encore dangereuses. Puis si Montmorency, on le savait que c'était un 0-2 qui n'était pas pour autant moins dangereux. Édouard Montpetit, je trouve ça vraiment intéressant malgré tout leur début de saison. Et aller s'incliner seulement 26-21 à Valleyfield, un endroit très hostile, autant par les fans que par le coaching staff l'autre bord, les joueurs l'autre bord, ils te le montrent qu'ils sont chez eux. Tu sais très bien où tu te retrouves quand tu es à Valleyfield. Fait que être assez tough pour leur tenir tête sur place, c'est quelque chose. Et même au niveau du football scolaire, Phil, c'est très hostile. Pour avoir joué une finale là-bas, à ma première année de coaching, avoir joué une finale là-bas, les estrades du cégep étaient presque remplies pour un match de Détroit football scolaire. C'était quand même exceptionnel de voir ça. Tant que ça reste dans le respect, puis on ne casse pas ailleurs les arbitres au milieu du match, moi, j'ai pas de problème avec les endroits hostiles. C'est juste pour dire que c'est une ville qui vibre au niveau du football, autant scolaire que collégial. Donc, c'est intéressant. Oui, donc, c'est pour ça que je voulais le dire au début. C'est rare qu'on dise ça, mais une défaite intéressante pour les Lynx d'Édouard. Exact. Puis on avait aussi, bien évidemment, l'entrée en scène des Diablos de Trois-Rivières qui ont fait leur travail 28-16 face à Beauce-Appalaches. Beauce-Appalaches, on se rend compte que c'est pas une équipe nécessairement qui se fait déclasser, c'est pas au sens-là, mais c'est une équipe, il leur manque un petit quelque chose, peut-être, en tout cas, du moins, ce début de saison. Il reste encore bien des matchs à jouer, mais en ce début de saison, tu vois qu'il leur manque un petit quelque chose pour dire, OK, on fait partie du noyau. C'est peut-être pas pour cette année. Oui, effectivement. Donc, c'est une équipe qui est en transition, qui vient de gagner en Détroit, donc on est dans un nouveau cycle, il faut l'admettre aussi du côté de Beauce. Donc, on n'a plus les éléments qu'on avait. On avait quand même toute une carrière dans les dernières années, on ne se le cachera pas, en Thomas Jean. Donc, là, Trois-Rivières, c'est quand même une des bonnes équipes de la D2. Donc, pour Beauce-Appalaches, je pense que c'est une saison d'apprentissage en D2. Le fait, ça va être ça va être de la progression qu'on va voir de cette équipe-là plus la saison va avancer. Donc, je pense pas que... On en avait parlé au début de la saison, sans gâchette, que c'était eux et Hansik, ça serait peut-être des saisons difficiles d'une transition en D2. Mais je pense que Beauce a quand même des meilleurs éléments. Mais ce que tu veux voir, c'est une progression. Je pense pas que c'est une année de série pour eux, mais ça va être une année non, c'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune, tu l'as dit. Donc, c'est une année de progression. Comme ça, je dis, c'est un nouveau cycle. Donc, ça va être d'amener, ça va être, comme je le dis, le mot progression très important à retenir. Ça va être ça pour Beauce-Appalaches. Absolument. On y croit. Semaine prochaine, je fais ça rapidement. Lévis à Sherbrooke, super match à regarder. Lionel Groulx à Hansik. Je pense que Lionel Groulx, c'est une belle occasion pour eux de restabiliser un paquet d'affaires. La ligne défensive d'Hansik, malgré tout, n'est pas si mauvaise. Elle peut appliquer de la pression. Fait que ça va être intéressant de voir comment ça réagit là-bas. La ligne défensive d'Hansik, je pense que c'est probablement comme on disait qu'il y a des points qui sont encourageants. C'est ce qui est le plus encourageant du côté d'Hansik. Je pense que c'est la valeur sûre de cette équipe-là. Donc, peut-être une belle occasion justement pour Lionel Groulx de dire hey, on a assez de compétition devant nous pour stabiliser des choses puis essayer d'aller chercher un peu de confiance là, sur cet aspect-là. John Abbott, Edouard, John Abbott qui a un
très gros début de saison, s'installe encore comme un leader. Puis si on avait une équipe à dire qu'il y a peut-être un petit quelque chose, c'est John Abbott, mais encore là, leur victoire contre Huntsick, c'est une affaire. Malgré tout, avait battu Saint-Hyacinthe en début de levée de rideau. Un match très serré. Mais là, John Abbott contre Édouard Montpetit, ça va être intéressant. Est-ce qu'Édouard Montpetit est encore capable de tenir une grosse équipe? Je leur souhaite évidemment de gagner le match à la fin, tout comme je souhaite à John Abbott. By the way, ça ne change rien pour moi. Mais est-ce qu'on est capable de se placer? Exact. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est justement, ça va être quoi le score final de ce match-là? Est-ce que si Édouard Montpetit donne encore un match serré contre une équipe que, comme tu viens de le dire, qui a peut-être un petit edge de plus sur les autres, c'est là que ça va être encore plus intéressant pour Édouard Montpetit. On va dire, OK, il y a quelque chose, ils sont vraiment difficiles à battre. Donc, j'ai hâte de voir ce match-là. Si Édouard est capable de jouer comme ils ont joué dans les 2 premiers matchs, mais ça pourrait être un match un peu plus serré qu'on le pense. Saint-Hyacinthe à Trois-Rivières, gros test pour Trois-Rivières. Là, on va voir vraiment de quel bois cette équipe-là se chauffe parce que Saint-Hyacinthe est vraiment, vraiment une équipe solide dans cette ligue-là. Puis le dernier match de la fin de semaine, un autre duel ultra important, puis je dirais particulièrement important pour Montmorency, c'est Valleyfield à Momo. Ouais. Momo ne veut pas partir ça 0-3, là. Non. À un moment donné, une question de confiance dans ton groupe, une question de cohésion de tout le monde. Tu sais, quand les défaites s'accumulent, des fois, les frustrations viennent, il y a des éléments. Fait que, il y a une urgence là, à Montmorency de trouver la manière de prendre ces matchs serrés-là et les mettre en notre faveur. Et Montmorency doit regarder ce qu'Édouard a fait la semaine passée contre Valleyfield. C'est intéressant. Montmorency a sur papier, comme on dit, ça joue sur le terrain sur papier de meilleure équipe qu'Édouard Montpetit théoriquement. Donc, peut aller voir qu'ils sont capables de battre Valleyfield. Le match va être à Montmorency, donc ça va être très intéressant à suivre comme match. Et lui, j'y serai. Oui, donc c'est toi qui y seras. C'est bon. Hey, un gros merci. On a fait un gros segment, un long segment, mais je pense qu'il y avait du stock en masse à jaser. William, imagine qu'on avait eu des statistiques. Ouais. Finalement, merci RSEQ, sinon on aurait passé trop de temps à jaser. Ouais, exact. Merci, William, de ton travail ultra professionnel, encore une fois, toujours de regarder tout ça, faire le tour avec nous puis nous analyser ça. En professionnel comme ça, c'est vraiment excellent. Je pense que c'est apprécié de tout le monde, de moi-même en premier, mais des jeunes et des fans de foot collégial. Continuez de nous suivre, tout le monde. William fait un travail de champion du monde. Fait que passez le mot à ceux qui nous écoutent, passez le mot, dites-leur de venir s'informer sur ce qui se passe au niveau du foot collégial avec nous autres. Ben oui. Toujours un plaisir, Phil, puis on s'en reparle la semaine prochaine avec plusieurs bons matchs comme on vient de les énumérer, autant des 1 qu'en des 2. Déjà, on va avoir une bonne indication sur le classement qui va être chamboulé, probablement même en D1 et en D2. Donc, ça pourrait être très intéressant, ce qu'on va se parler la semaine prochaine. Yes, sir. Salut, Will. Salut, Phil.